Maintenant que vous avez en tête la conquête du droit d'auteur, abordons à présent ensemble son déploiement à l'époque contemporaine. Jusqu'à nos jours, le droit d'auteur a connu un remarquable déploiement, tant au plan national qu'international, et ce, au gré des innovations techniques, des transformations culturelles, sociales et économiques. Au plan national, son évolution est principalement l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine. L'une et l'autre contribuent effectivement à étendre le champ du droit d'auteur à de nouvelles créations, notamment à la photographie, puis au cinéma. Cette entreprise les amène aussi à définir juridiquement ce qu'est l'œuvre de l'esprit. Les premières décisions rendues dans les années 1860 sur des photos, notamment celle de Cavour, sont décisives. Suivant les tribunaux, une photographie peut être protégée si et seulement si elle présente une forme originale, c'est-à-dire si elle porte l'empreinte de la personnalité du créateur. La forme originale, telle est la définition de l'œuvre qui s'impose en France. En revanche, doctrine et jurisprudence sont d'accord pour exclure de la protection les idées. Les idées sont et doivent rester de libre parcours afin de préserver la libre création. Par ailleurs, la maîtrise exercée sur l'œuvre gagne en puissance. C'est dans ce domaine que se manifeste la construction du droit moral, l'une des plus caractéristiques du droit d'auteur français. Au cours du XIXe siècle, l'idée s'impose en effet que l'œuvre de l'esprit, loin d'être un bien comme les autres, prolonge la personnalité de son créateur. À ce titre, le créateur doit en conserver la maîtrise, même lorsqu'il l'a publié et même lorsqu'il a cédé ses droits d'exploitation. Aussi, la doctrine, puis la jurisprudence, lui reconnaissent-elles un droit inaliénable, attaché à sa personne, opposable à tous et perpétuel, un droit qu'on appelle le droit moral. Ce fut par exemple le cas dans l'affaire Whistler en 1900. Le portrait de Lady Eden avait été commandé et payé à Whistler, qui l'avait exécuté. Mais le peintre estima l'œuvre indigne de son talent et se vit reconnaître par la plus haute juridiction française le droit moral de ne pas la divulguer et donc de ne pas la livrer au commanditaire. Les tribunaux français reconnaissent aussi à l'auteur le droit moral de faire respecter sa paternité et celui de faire respecter l'intégrité de ses œuvres. Notez qu'avec la construction du droit moral, le système français tend à se distinguer à ce moment-là du copyright anglais et américain. Parallèlement, la maîtrise de l'œuvre gagne encore en puissance avec le renforcement des droits d'exploitation. Les auteurs y contribuent puisqu'ils s'unissent pour mieux défendre leurs intérêts économiques. La SACEM est fondée en 1851 et obtient ses premiers succès judiciaires dès l'année suivante. À la suite de revendications, la durée des droits d'exploitation est prolongée. En 1866, elle passe à 50 ans post-mortem auctoris. En 1920, le législateur renforce les droits d'exploitation en reconnaissant le droit de suite aux artistes afin d'améliorer leur rémunération. Cependant, ce sont surtout les tribunaux qui étendent le champ des droits patrimoniaux et accroissent d'autant les sources de revenus. En effet, ils étendent ces droits à de nouveaux modes d'exploitation, nés d'innovations techniques telles que l'enregistrement phonographique, la diffusion de disques, la projection de films ou encore la radiodiffusion des œuvres. Cela étant, ces mêmes tribunaux posent aussi des limites aux droits exclusifs tels que la copie privée, les citations et les représentations dans le cercle de famille. Enfin, la plupart des solutions dégagées depuis la Révolution française sont consacrées par la Grande Loi du 11 mars 1957 avant d'être reprises dans le Code de la propriété intellectuelle. Sur le plan international, la protection des œuvres de l'esprit connaît aussi un remarquable déploiement. Au cours du XIXe siècle, des auteurs de tout pays, Balzac, Dickens et d'autres, se plaignent des contrefaçons étrangères et réclament une protection internationale. L'idée fait son chemin, si bien qu'en 1878, l'Association littéraire et artistique internationale est fondée à Paris par Victor Hugo.
Elle plaide pour une convention multilatérale qui voit le jour en 1886. 10 États signent alors la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Son ambition est d'étendre la protection et de contribuer à l'harmonisation des législations nationales. Depuis sa signature, la Convention a été révisée à plusieurs reprises et elle a reçu l'adhésion de très nombreux États. Cependant, depuis la fin du XXe siècle, la révolution numérique bouleverse considérablement le droit d'auteur tel qu'il s'est construit à travers l'histoire. Les bouleversements sont tels que certains ont pu se demander si le droit d'auteur n'était pas une simple parenthèse dans l'histoire. L'avenir le dira.